En avant, c'est ça en avant. Où est l'argent? Où est l'argent? Sud Radio, la radio du rugby. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Donner de l'argent à un paresseux, c'est donner de l'absinthe à un alcoolique. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Les prêts, une nouvelle tendance profitable ou inquiétante à l'image du Stade Toulousain? Des clubs de top 14 utilisent de plus en plus les prêts pour envoyer les joueurs, les jeunes, notamment s'aguerrir en Pro D2. Est-ce que c'est une nouvelle tendance, Philippe Spanghero, ou c'est quelque chose qui est latent depuis pas mal d'années maintenant? Bon, c'était un peu latent, mais je crois que clairement ça se démocratise. Je trouve personnellement que c'est une très bonne chose et j'expliquerai pourquoi. Mais on le voit là, clairement, ça se démocratise de plus en plus. Les clubs l'utilisent pour une raison simple, c'est que les enjeux de formation sont beaucoup plus importants qu'hier. C'est une façon de capitaliser dessus en ayant des certitudes un peu différentes. On expliquera pourquoi, mais en tous les cas, bien sûr que à l'avenir, je suis persuadé que ça va prendre de plus en plus d'importance et qu'il faudra certainement le réguler différemment. Comment est encadrée justement cette procédure de prêt d'un joueur? Alors l'encadrement il est assez simple, c'est-à-dire que les joueurs de top 14 ont la possibilité les clubs de top 14 ont la possibilité de prêter jusqu'à 8 joueurs par saison et les clubs de Pro D2 peuvent prêter jusqu'à 6 joueurs par saison. Par contre, un club ne peut pas prêter plus de 3 joueurs à la même équipe, au même club. C'est-à-dire que si le Stade Toulousain demain décidait d'utiliser 8 prêts, il pourrait prêter que 3 joueurs, par exemple à Provence Rugby ou à Colomiers, pas plus. Donc il faut éclater le nombre de joueurs prêtés sur différents clubs. Voilà les grandes règles. De façon générale, pour l'instant, c'est assez simple. Qui paye le salary cap dans ce cas-là? Comment est-il calculé, Philippe Spanghero? C'est très simple, en fait, le salary cap est impacté à l'équipe accueillante, au club qui accueille. C'est-à-dire que, et ça c'est important de le préciser parce qu'il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Vous avez le Stade Toulousain qui décide de signer un joueur qui sort du centre de formation, mais qui manque peut-être encore d'épaisseur, et le Stade Toulousain décide de prêter un joueur. Il va le signer à un certain montant. Il décide de le prêter. Donc le club qui l'accueille peut soit rajouter au pot et être mieux disant que le salaire du Stade Toulousain, auquel cas tant mieux pour le joueur, soit s'aligner sur le premier contrat signé avec le club qui porte le joueur, soit être un peu moins disant, auquel cas le club qui a signé le contrat garde une quote-part de la charge du joueur. Ça arrive aussi assez régulièrement, notamment pour les prêts en Pro D2, parce qu'en Pro D2, il faut expliquer qu'un club de top 14 qui prête un joueur à un club de Pro D2 peut le récupérer à tout moment. C'est ce qu'on verra demain avec le jeune Delpi qui a été rappelé de Colomiers pour venir pallier à des absences et puis à la trêve internationale et qui est titularisé avec le Stade Toulousain demain. Et donc, ça peut s'entendre aussi que le club de Pro D2, susceptible d'être pénalisé au fil de la saison, paye un peu moins que le contrat du club accueillant, le club qui porte, qui garde un bout de la charge. Mais justement, tiens, tu parles de ces prêts vers la Pro D2. On sent que sportivement, tout le monde semble y trouver son compte. Philippe, le club de top 14 développe sans prendre de risques. Le joueur gagne du temps de jeu. Le club de Pro D2 profite d'un joueur à fort potentiel. On a comme exemple, comme tu le disais, Valentin Delpi, Malakai Hawks, Raphaël Porta, notamment. Attention, c'est pas les mêmes exemples. Alors oui, vers la Pro D2, en effet, mais encore une fois, avec une limite pour le club qui accueille, c'est qu'il peut perdre son joueur à n'importe quel moment de la saison et être rappelé n'importe quand par le club propriétaire du joueur. Tout à fait. Et on sent que, alors même si c'était un cas un peu différent, mais que ces prêts vers la Pro D2 se sont aussi démocratisés ces dernières années avec une référence qu'on a tous en tête, c'est Thomas Ramos, qui est devenu une véritable référence dans ce système de prêt de top 14 vers la Pro D2. Oui, mais forcément, puisque très vite, en fait, après son passage à Colomiers, il a pris toute sa place au Stade Toulousain, il est devenu international assez rapidement, donc bien sûr que ça montre que ça fonctionne. Mais de toute façon, on voit que
même hors système de prêt, ce championnat de Pro D2, il prépare très très bien les jeunes joueurs au top 14, puisque on voit des joueurs qui trouvent leur éclosion en Pro D2, qui très vite signent en top 14, et dès leur première saison en top 14, ont pris toute la mesure du championnat et font des très bonnes saisons. Donc on voit à quel point le championnat de Pro D2 prépare bien. Donc bien sûr que c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, je le répète, j'en parlais en préambule, mais l'enjeu de la formation, il est devenu prégnant depuis la règle des GIF, et c'est un vrai enjeu pour les clubs, beaucoup plus qu'hier. Donc on voit aujourd'hui d'ailleurs, et c'est je trouve plutôt une bonne chose, qu'il y a de moins en moins d'écart de vision. On a vu par le passé beaucoup de tensions entre les associations et les SASP, c'est-à-dire les SASP, les sociétés qui portent l'équipe professionnelle, en désaccord souvent avec les associations sportives. On a eu plein de cas d'écoles comme ça. Il y a eu des problèmes à l'époque à Toulon, il y a eu des problèmes à Béziers, il y a eu des problèmes, j'ai plus tous les cas en tête, mais à Biarritz. Donc il y a eu beaucoup d'écarts de vision qui sont en train de se gommer, parce que les équipes professionnelles, les SASP, ont de plus en plus besoin de récupérer des joueurs en interne, ça coûte moins cher. Donc ils y mettent des moyens. Et donc le fonctionnement des prêts est un bon moyen de valoriser sa formation interne et de prendre moins de risques en signant un joueur, en se disant on se laisse un peu le temps de savoir s'il est vraiment prêt et s'il il est capable de franchir le cap de ce très haut niveau en passant par la division intermédiaire en Pro D2. Ah, c'est très intéressant. Et maintenant, on voit même des joueurs de top 14 être prêtés à d'autres clubs de l'élite. On se rappelle évidemment de Guillaume Marchand, qui avait été prêté 2 ans à Lyon en provenance du Stade Toulousain. Et d'ailleurs, prochainement, probablement, Guillaume Cramon pourrait avoir le même cas prêté par le Stade Toulousain. On parle d'un prêt à l'Aviron Bayonnais sur 1 ou 2 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Philippe Spanghero, pour toutes les parties, d'amener de la confusion à tous les étages, pour le joueur et son identité, pour les clubs et leurs projets, pour le joueur, pour le grand public qui se retrouve avec pas mal d'interrogations sur le plan du salary cap. Comment est-il calculé? Est-il au prorata? Donc, tu parlais tout à l'heure d'une prise en charge du club accueillant. Mais du coup, si le joueur devient international, qui a la prime internationale? Est-ce le club accueillant ou le club qui le prête? Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu nébuleux et en tout cas, c'est pas facile pour le grand public de comprendre. Alors, je comprends ça particulièrement pour ce qu'on vit en ce moment. Encore une fois, je le répète, du top 14 vers la Pro D2. C'est-à-dire qu'on voit des joueurs prêtés en Pro D2 faire un match et puis le week-end prochain, le week-end suivant, revenir dans leur club de top 14. Ça, pour moi, en effet, ça crée une vraie confusion. Mais c'est dur à arbitrer, parce que c'est hyper intéressant pour les clubs de top 14 de fonctionner comme ça, en se disant qu'à tout moment, ils peuvent récupérer leurs joueurs. Donc Toulouse s'en est servi avec Ox, avec Delpi notamment cette saison, en cas de coup dur. Mais donc ça, je comprends que ça crée de la confusion pour le spectateur qui voit un joueur jouer en Pro D2 un week-end et le week-end d'après jouer en top 14 sous un autre maillot. Après, sur les prêts de top 14 à top 14, comme c'est interdit et que de toute façon on ne peut pas récupérer son joueur en cours de saison, qu'on le prête au moins pour une saison, je trouve que c'est moins ambigu, ça crée moins de confusion. Donc certainement qu'il faudra réguler tout ça, parce que ce système de prêt, il est aussi intéressant pour des raisons financières. Mais là, tu vois, regarde, Guillaume Cramon, imagine, il devient international de façon régulière. C'est qui va profiter des 200 et quelques mille de primes internationales? Est-ce que c'est l'Aviron Bayonnais s'il est prêté à Bayonne, ou est-ce que c'est le Stade Toulousain? Tu vois, ça, je ne sais pas, moi. Là, il y a beaucoup d'arbitrages qui vont être pris en compte, mais en fait, dans les faits, la règle de l'indemnité compensatrice de l'équipe de France, c'est pour aider les clubs qui n'ont pas les joueurs une partie de la saison. Donc là, c'est très clair. C'est-à-dire que c'est le club qui accueille le joueur concerné, qui potentiellement est handicapé pendant son absence en équipe de France, qui récupère la prime équipe de France. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Philippe Spanghero, dernière question. Est-ce que la Ligue nationale de rugby doit faire une communication de clarification de ses prêts et peut-être même les limiter? Comment faire? Alors, les limités, c'est déjà encadré, je l'ai dit, c'est 8 prêts maximum pour les clubs de top 14, 6 prêts maximum pour les clubs de Pro D2, 3 joueurs maximum dans le même club. Donc, cette règle, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas assez démocratisé le système pour aller au taquet des possibilités des clubs en termes de prêts.
Donc il y a encore une marge de manœuvre. Moi, je crois simplement qu'il faut qu'on s'habitue à tout ça. Je trouve que ça a été plutôt bien cadré par la Ligue nationale de rugby. Il n'y a pas trop de discussion sur le sujet. Les clubs de Pro D2 sont très contents. Les clubs de top 14 ont fait souvent de bonnes opérations en prêt parce qu'ils se sont rassurés sur les joueurs qu'ils avaient signés, sur leur capacité à trouver leur place ensuite en top 14 au plus haut niveau après cette période d'apprentissage en Pro D2. Donc moi je trouve ça très intéressant. Et puis ensuite, le prêt il peut avoir un autre bénéfice pour certains clubs sur des saisons avec des situations financières un peu tendues. C'est décider à des postes où ils sont moins en difficulté de dire on prête un joueur pour s'alléger de la masse salariale parce qu'on en a moins besoin. Et puis pendant une saison, prendre des arbitrages purement économiques là pour le coup et un peu moins sportifs parce que là on parle depuis tout à l'heure de la philosophie sportive, c'est-à-dire de faire monter des joueurs en puissance avant de les récupérer. Merci beaucoup Philippe et on te retrouve évidemment demain dès 20h pour l'avant-match de France-Australie.